du module Haraga de Radio Galère, des invités. Non pas tant qu'on snobe les personnalités de passage, mais par goût d'éviter, par souci, par pudeur, d'éviter les bavardages médiatiques. Je fais une exception parce que la personne est une personne hors norme. Ce n'est pas un invité de marque. Toutes les personnes sont des invités de marque. Des hommes politiques, aux mafieux, aux casseurs de... Enfin, il y a pas mal d'invités de marque dans la vie, mais des parcours hors normes, c'est beaucoup plus rare. Et j'ai un délicieux privilège d'accueillir le professeur Souleymane Bachir Diane sur les ondes de Radio Galère pour de multiples raisons. D'abord, à titre personnel, parce que c'est un compatriote. C'est-à-dire, c'est une personne qui partage avec moi la même patrie. Non pas le Liban, je ne fais pas du snobisme, je ne fais pas du chauvinisme libanais d'origine libanaise, non pas parce qu'il est français ou de culture française, non, ça c'est facile, c'est parce qu'il est sénégalais. Nous sommes, lui et moi, sénégalais. Nous avons l'exigence de la qualité, lui un peu plus que moi. Deuxièmement, il est né à Saint-Louis, moi à Kaolack. Lui, la ville était la capitale du Sénégal et de l'Afrique occidentale française. Moi, plus modestement, c'est la capitale mondiale de l'arachide. Nous sommes à l'origine de la fortune de Le Sieur. Tout le monde en parle. Ensuite, il est du lycée Saint-Louis, moi du lycée Van Vaux, que je voudrais citer en mémoire. Également, il est du lycée Van Vaux. Van Vollenhoven était le gouverneur général d'Afrique occidentale. Et c'était une denrée rare qu'on ne retrouve plus dans la classe politique française actuelle. Le gouverneur général d'Afrique occidentale française, Van Vollenhoven, a démissionné de son poste pour s'engager durant la guerre de 14-18 pour défendre sa patrie en danger. Il n'a pas attendu les troupes coloniales pour qu'ils viennent l'aider. Il a été s'engager, il est mort. Cet acte héroïque est exemplaire d'un gouverneur qui s'est partagé la souffrance et a sacrifié sa vie pour sa patrie. Nulle trace de son sacrifice ne figure dans les annales ni dans les monuments à la gloire des gloires françaises. J'ai voulu tenir, à l'occasion de cette présence du professeur à Marseille, notre lieu commun de passage, pour rendre hommage et à Dakar, et au lycée Van Vollen, et à Saint-Louis. Et maintenant, je vais rendre hommage à mon compatriote. Souleymane Bachir Diane a accompli un parcours hors norme. Je ne suis pas un adepte de la flatterie, ce n'est pas mon genre, vous le savez. Je vous ai déjà habitué à un langage de rigueur. Mais ce n'est pas étonnant non plus venant d'un Sénégalais. Déjà à l'époque coloniale, il y avait des personnes qui avaient brisé le plafond de verre. L'exemple le plus illustre étant Léopold Sédar Senghor, qui a été agrégé de grammaire. C'est une des agrégations les plus difficiles. Il y a un agrégé tous les 3 ans, pas un agrégé de belles lettres, non, agrégé. Et Souleymane a été au lycée Saint-Louis, puis au lycée Van Vaux, puis au lycée Louis-le-Grand, un des grands lycées prestigieux de la capitale française. Puis il a fait Normal Sup, Cagne, Hippocagne, et l'élève d'un des théoriciens de la révolte de mai 68, Louis Althusser et Jacques Derrida. Puis maintenant, il a été, au-delà des océans, il est déjà professeur de philosophie, read on my lips, professeur de philosophie à l'université de Columbia. C'est pas peu dire, hein? Donc je suis très heureux, très honoré d'accueillir à Radio Galère, à Marseille, le professeur Souleymane Bachir Diane, qui vient pour un colloque au MUSEM. Nous, philosophie, je ne veux pas vous prendre la tête, c'est pas le genre de la maison, on est un peu plus concret là, on va dans le monde. Il vient d'Amérique. Il est tout frais venu d'Amérique et il vient d'un pays qui a connu des bouleversements majeurs, psychologiques, politiques, stratégiques. Que pensez-vous de Donald Trump? Bonjour, et d'abord un immense merci de m'accueillir à Radio Galère et je suis absolument ravi de tenir cette conversation avec un compatriote avec qui je partage tant de choses. D'abord un amour du Sénégal évidemment, un amour de la bonne vieille ville de Saint-Louis qui est l'une des villes les plus cosmopolites qui soit au monde, une ville qui a été construite par des populations venues de partout. Il y a des populations françaises, des populations marocaines, des populations libanaises, des populations... Et tout cela s'est réuni dans la ville de Saint-Louis et en fait le cachet. Et vous avez évoqué également notre lycée commun, le lycée Van Vollenhoven,
Et vous savez, Van Vollenhoven, le gouverneur Van Vollenhoven, à un moment donné, a protesté contre la France parce qu'il estimait qu'en levant des troupes pour la guerre, la France avait saigné à blanc le pays. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un homme à qui il faut rendre cet hommage tout à fait mérité que vous lui avez rendu tout à l'heure. Vous l'avez dit, Dakar, Paris, ce sont mes villes. Aujourd'hui, New York. Et New York, où je vis tout à fait heureux et où j'enseigne à l'Université de Columbia, c'est l'Amérique. Et l'Amérique, aujourd'hui, est sous la présidence de Trump. Alors, la première chose à dire, c'est que, d'abord, je n'en reviens toujours pas. Nous sommes un certain nombre de gens qui n'en reviennent toujours pas de voir M. Trump être devenu président des États-Unis. Et malheureusement, il y a des motifs d'inquiétude aujourd'hui, parce que à plusieurs étapes de la trajectoire qu'il a menée aujourd'hui à la présidence, on s'est dit, après tout, la présidence elle-même va lui imposer une certaine culture, une certaine approche, donc les déclarations intempestives et qui inquiétaient beaucoup vont disparaître et une présidence à peu près normale va s'installer. Or, les premières décisions qui sont prises, les décisions qui concernent des personnes nommées à son gouvernement et les décisions qui concernent également les politiques qui sont en train d'être mises en œuvre, malheureusement, n'ont pas de quoi rassurer sur la direction que prend ce pays qui est aujourd'hui mon pays d'adoption. Mais je peux vous donner des raisons d'espérer. En général, quand on pratique une présidence de combat, on doit s'attendre à une résistance. Et toute oppression suscite une répression et une subversion et une résistance. Et c'est vrai que le mot de résistance est fortement utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a vu, le fait que symboliquement, la journée de son investiture ait été suivie par cette manifestation absolument gigantesque de la marche dite des femmes contre son investiture est un signe que cette résistance se met en place. Mais connaissant un peu la vie américaine, je voudrais un peu anticiper. En général, ce qu'on appelle mettre quelqu'un dans seringue, ça s'est passé pour Hillary Clinton durant sa campagne. On a fuité des choses sur ses mails parce que beaucoup dans l'establishment sécuritaire ne lui ont pas pardonné sa légèreté dans la gestion de l'affaire libyenne et l'assassinat de ce qu'on appelait l'ambassadeur des États-Unis en Libye, qui était en fait un agent de la CIA. Donc ils lui ont balancé des choses pour lui perturber la vie. On en est là parce que le Parti démocrate a joué le jeu de Hillary, du grand capital, au lieu de choisir la promotion d'un type authentiquement socialiste qui était Bernie Sanders, qui aurait pu être appelé avec Elizabeth Warren, et on aurait eu un couple magnifique de la politique américaine avec sa splendeur. On a joué la carte de la vanité, elle s'est carbonisée, elle a carbonisé le Parti démocrate. Mais ne désespérons pas. Vous êtes résident aux États-Unis, j'ai des liens familiaux aux États-Unis, mais je pense, par tradition, que lorsqu'une personne heurte tant de sensibilité, la résistance va commencer à s'organiser, d'abord dans le milieu intellectuel, puis de plus en plus dans les couches les plus traumatisées par cette politique ultra-répressive. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy, on le voit avec Manuel Valls, sans anticiper les résultats. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, l'administration a cette possibilité de glisser des pots de banane et de se désolder après des gens qui se fracassent dans le machin. Nous aurons rendez-vous dans 2 ans, mi-terme, où il aura réussi, ou alors il sera carbonisé au bout de 2 ans et on aura le cauchemar. Cela dit, on a parlé de Trump aux États-Unis, mais qu'attendez-vous ou qu'appréhendez-vous, parce qu'il n'en a pas encore parlé. Il en a contre les Mexicains, contre les musulmans, mais pas contre les Noirs. Il n'en a pas encore parlé. Peut-être que c'est dans son subconscient, il attend le 2e étage de la fusée. Est-ce que vous pensez qu'il aura une politique répressive ou audacieuse? Il peut aussi surprendre, on ne sait jamais, par rapport à l'Afrique. Écoutez, c'est vrai que c'est un homme qui, au fond, peut surprendre. Pour l'instant, évidemment, l'Afrique ne fait pas partie du tout de son horizon. On peut même se dire qu'il aurait du mal à situer l'Afrique. Elle est au cœur des États-Unis. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'il faut peut-être s'attendre à ce que... Parce que l'Afrique aujourd'hui
c'est d'une certaine façon imposé au reste du monde. Il faut, vous savez qu'un des actes du président Obama il y a à peu près 1 an, c'était de convoquer un sommet africain et américain à Washington. Le premier. Le premier. Suivant en cela d'ailleurs, les premiers qui ont créé ce genre de sommet, c'était les Chinois. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même cette idée qui s'est développée que l'Afrique est un continent d'avenir. Les problèmes y sont évidemment nombreux, c'est pas qu'on va l'enseigner. Les problèmes y sont nombreux, la crise est également profonde. Beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui perdent la vie en Méditerranée en essayant de passer en Europe, donc tout cela est bien connu. En revanche, ce qui aujourd'hui est en train de marquer les consciences, c'est l'idée que des classes moyennes, malgré la crise, malgré les difficultés, se sont créées en Afrique, sont devenues importantes, que les ressources humaines sont là, c'est le continent le plus jeune qui soit, avec une population, une démographie absolument importante. C'est un problème, mais ça peut être également un atout. Tout cela pour dire que l'Afrique va s'imposer d'une certaine manière au reste du monde. Il y a un taux de croissance de 10% annuel en Afrique, alors qu'en France, on peine 1% sur 2 ans. Exactement. Et vous le rappeliez tout à l'heure, une chose que le capitalisme ne supporte pas, c'est d'avoir un seul acteur sur le terrain. Donc laisser le terrain à la Chine, ça a ramené beaucoup d'États européens, et en particulier, ça a provoqué également l'intérêt de l'Amérique. Et ça, c'est un intérêt réel. Quand Trump se présente comme un deal maker, celui qui fait des affaires, et donc pour lui, il s'agit de faire des affaires, de faire des traités, etc. On peut imaginer, comme vous venez de le dire, que pour ces raisons-là précisément, il est un intérêt qui se développe pour l'Afrique. Mais quand est-ce qu'il va se réveiller de son sommeil dogmatique et penser un peu à l'Afrique? L'Afrique est à ses portes, à la Maison Blanche. Oui. Ah, Colombia. Mais exactement, l'Afrique est présente au cœur de l'Amérique, et ça, il va falloir qu'ils s'en rendent compte. Pour l'instant, on ne doit pas beaucoup espérer en cela, parce que c'est vrai que son tropisme et son isolationnisme aujourd'hui font que l'Afrique ne doit pas être dans son horizon du tout. Mais encore une fois, je crois qu'un certain principe de réalité va s'imposer à lui pendant sa présidence, et il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu, c'est peut-être improbable, mais il n'est pas exclu qu'effectivement, à un moment donné, il développe une position et une politique africaine. Vous avez remarqué la qualité châtiée du langage du professeur. Ne soyez pas surpris, tous les Sénégalais ont maîtrisé et torturé la langue française. Et je vous en remercie pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Et c'est vrai que les Sénégalais, en tout cas de ma génération, sont les enfants du grammairien Léopold Sédar Senghor que vous avez cité tout à l'heure.